Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Sans briller, les Aiglons ont fait le boulot dans le stade très champêtre de Chisinau en Moldavie. Nous reviendrons bien sûr en long, en large et en travers sur cette victoire 1-0 de l'OGC Nice face au Sheriff Tiraspol en 8e de finale aller de l'Europa League Conférence. Toujours en compagnie des journalistes de la rédaction des sports de Nice Matin avec Vincent Milkini. Salut Vincent. Salut à tous. William Abercé, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et le retour de la légende Philippe Camps. On est très heureux de t'avoir avec nous, Philippe. Salut. Salut. Notre invité cette semaine est un footballeur amateur reconnu des terrains de la Côte d'Azur, attaquant de Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu, Franck Delerue. Et Bonjour à tous. Salut Franck. Champion du monde 2014. On a un champion du monde sur le plateau avec la sélection. Évidemment, champion du monde de la Conifa et bien sûr supporter de l'OGC Nice. Ouais. Allez, le sommaire de ce Gymto, un focus sur le buteur chanceux de ce jeudi soir, Ayoub Amraoui. Didier Digard, un sans faute au niveau de la communication, l'avant-match à Nantes, bien sûr, ça sera dimanche après-midi, sans oublier le pour-contre, l'indiscret, le cadeau de la semaine et le souviens-toi de Philippe, consacré cette semaine à un Nantes-Nice de 1995. Mais on débute, messieurs, donc cette émission avec ce match en Moldavie. Nous étions sur place, nous avons visité cette belle ville de Chisinau, si on peut appeler ça comme ça. Non, c'est très sympa. Le gym s'en est plutôt bien sorti, Vincent, sur ce match-là. Moi, j'ai vraiment aimé cette victoire, parce que c'est le genre de traquenard par excellence, où bon nombre de clubs français se sont cassés les pattes lors de ces 20-30 dernières années. Et Nice a fait une très bonne journée au boulot, comme le dit si bien Kylian Mbappé. Une belle victoire 1-0, fallait le faire, fallait tenir. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de maturité aussi dans ce qu'a dégagé l'OGC Nice, qui n'a pas forcément beaucoup tremblé. Et il y a ce but avec énormément de réussite d'Ayoub Amraoui, qui permet à Nice de prendre une vraie option pour les quarts de finale. Donc c'est pour moi une soirée parfaite. On va écouter tout à l'heure les réactions de l'entraîneur et de Jean-Claire Todibo. Mais c'est vrai que c'était compliqué, Will, de faire du jeu sur cette pelouse. Ils vont en parler, mais nous, on l'a constaté quasiment dès la veille à l'entraînement. Ouais, c'était vraiment un champ de patates entre les trous et surtout la pelouse sèche, parce que le Sheriff n'a pas voulu arroser la pelouse avant la rencontre, donc c'était vraiment, on le voyait sur des contacts, c'était des gerbes de sable qui sortaient de la pelouse. Donc voilà, les joueurs s'en sont beaucoup plaints, et c'est vrai que c'était difficile pour pratiquer un bon football, donc il y a eu pas mal de longs ballons, mais voilà, le boulot a été fait. C'est toujours difficile de se sortir de ces traquenards, un peu. On avait l'impression parfois de regarder un match de Coupe de France avec ce terrain, ces immeubles où il y avait des gens au balcon qui regardaient le match, ça faisait vraiment très amateur, donc revenir de là-bas victorieux, c'est une belle chose. On va regarder les stats de ce match entre Sheriff Tiraspol et l'OGC Nice, et on va voir que, oui, niveau possession, bien l'OGC Nice a été supérieur, mais au niveau des tirs, cette équipe de Tiraspol a tiré plus de fois au but que l'OGC Nice. 3 tirs cadrés. Ouais, 3 tirs cadrés de chaque côté. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de tirs qui ont été contrés par Dante, par Todibo. C'est là que je trouve que l'OGC Nice a été très bon. C'est dans vraiment être au contact des frappeurs pour empêcher justement de cadrer. Donc c'est là que les stats elles sont... Il y a quand même aussi beaucoup plus de ballons touchés dans la surface adverse du côté du Sheriff Tiraspol. Franck, tu as évidemment vu ce match hier soir. Ils ont eu chaud vers la fin aussi, les Niçois, parce qu'il y a ce but en jeu, il y a ce tir sur la barre transversale. C'était très compliqué. La fin du match, elle était difficile. Et puis on voit les stats, ça prouve quand même que c'était compliqué d'aller s'imposer là-bas, que c'est une belle victoire. Donc le plus dur n'a pas été fait encore, mais c'est dur de s'imposer là-bas. La moitié du boulot a été fait, en gros. C'est ça, Philippe, aujourd'hui. Si l'OGC Nice est sérieux au match retour, ça devrait passer. Sérieux, même si je crois que au tour d'avant, le Sheriff avait perdu à la maison, puis après s'était imposé aux partisans. Ouais. Défaite 1-0 à domicile et des victoires 3-1 là-bas. Mais normalement ça devrait le faire. Après, c'est sûr que c'est un match. J'avais l'impression que c'était un match qui se jouait avec un ballon en plastique sur un terrain de plage. Parce que tous les contrôles partaient à 5 mètres. C'est un match qu'on oubliera vite, mais on n'oubliera peut-être pas l'épopée. C'est ça qui est... voilà. Sans manquer de respect aux joueurs de R1, mais ça faisait un peu match de Régional 1, voire de N3, quoi. Pour connaître ça, c'était la semaine dernière, on a joué sur à peu près le même terrain, et c'est catastrophique de jouer là-dessus, mais bon, c'est pour ça
ça valide qu'on a fait un très bon match là-bas. Tu t'en es mieux sorti que Terem Moffi sur ce match-là? Non, je dirais pas ça, mais bon, moi j'ai plus l'habitude que lui de jouer sur ce genre de terrain. Parce qu'il est en difficulté, on va en reparler. Allez, on va écouter la réaction de l'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, après cette rencontre face au Sheriff Tiraspol. Est-ce qu'en termes de contenu, on pouvait espérer mieux avec ce terrain? Je suis pas persuadé. On a essayé par séquence. Je pense que c'était une prise de risque dont on n'avait pas forcément besoin. Donc, c'est sûr que c'était pas ce qu'il y avait de plus plaisant à voir, qu'on finit un peu frustré. Mais dans une double confrontation comme celle-ci, pouvoir l'emporter sur un tel terrain, c'est positif. Voilà, l'emporter sur un tel terrain, c'est positif. Autre réaction à écouter, celle de Jean-Claire Todibo. Non, une très bonne victoire aujourd'hui. Première partie du boulot a été faite. Dans la difficulté, certes, mais aujourd'hui, on avait un terrain très compliqué à pratiquer, pour pas dire catastrophique. Je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. Et heureusement qu'on arrive à arracher cette victoire 1-0 ici face à une très belle équipe de Tiraspol. Je pense qu'au retour, on aura un peu moins de difficulté à s'exprimer parce que voilà, le terrain sera de meilleure qualité, disons. Mais c'est ça qui fait notre force en ce moment. C'est dans le jeu qu'on arrive à faire des différences. Du coup, j'espère qu'on en fera aussi jeudi prochain. Voilà, Jean-Claire Todibo, confiant aussi pour le match retour. Vincent, l'OGC Nice pourra peut-être mieux imposer son jeu au match retour. Est-ce qu'elle devra prendre des risques, cette équipe niçoise, en sachant qu'elle a déjà remporté le match aller 1-0 ? Ça veut dire quoi, prendre des risques? Moi, je veux surtout que Nice se qualifie. C'est pour ça que j'ai bien aimé la construction de ce premier match. En fait, là, tu as vraiment toutes les chances pour passer ce tour. Et au retour, tu n'auras pas besoin de te jeter dans la gueule du loup et presser à tout prix cette équipe de Tiraspol qui n'est pas non plus franchement équipé pour faire le jeu. Et si Tiraspol s'ouvre au retour, ben là, c'est peut-être que là, Moffi et les autres attaquants auront la possibilité d'avoir des espaces. C'est peut-être Pépé qui sera de retour. Voilà, c'est aussi un joueur qui fait peut-être un petit peu de défaut en ce moment sur le plan technique. Oui, il y a quand même 2-3 joueurs dans cette équipe de Tiraspol qui sont plutôt bons. On a vu Zouri sur le côté droit, l'ancien niçois, entre guillemets, puisqu'il appartenait à l'OGC Nice quand il jouait à Lausanne. Tapsoba, l'attaquant aussi. Ouais. Voilà, il y a 2-3 individualités quand même de cette équipe dont il faudra se méfier. Ben après, il ne faut pas non plus s'étonner de les retrouver à ce niveau-là de la compétition. Ils sont habitués à la Coupe d'Europe, ils ont voilà, des joueurs qui ont envie de se montrer. C'est un tremplin à chaque fois, surtout pour les joueurs africains. Aller au Sheriff Tiraspol, c'est une bonne manière de se montrer et de rebondir mieux dans un autre club européen. Donc c'est important pour eux la Coupe d'Europe, pour tous ces joueurs. Donc ils veulent se montrer. Et Tapsoba, ouais, il a donné du fil à retordre à Todibo notamment, qui de lui-même l'avoue après le match. Ce joueur est bon. Ouais. Donc il faudra s'en méfier. Il ne faut pas les prendre de haut. On l'a vu, c'était compliqué. Mais au retour, eux aussi auront un terrain plus favorable pour profiter aussi peut-être de contre. Donc il faut s'en méfier de cette équipe-là. Avec pour le moment 17 000 spectateurs à l'Alliance Riviera qui ont pris leur billet pour cette rencontre. On espère qu'ils seront un tout petit peu plus nombreux parce que l'enjeu, c'est évidemment une place en quart de finale, ce qui n'est plus arrivé, Vincent, depuis 1957 et 1960. Donc ça fait 63 ans, juste. Dernier quart de finale de l'OGC Nice. Non, mais c'est drôle parce qu'on en parlait avec Jean-Pierre Rivera au retour à Nice et même lui, il se rappelait pas, mais il n'avait pas forcément cette notion-là en tête. Et c'est pour ça que les Niçois doivent prendre conscience que l'Europe à Nice, c'est pas non plus quelque chose de très courant. Et justement, un quart de finale, ça peut être quelque chose, pas encore d'exceptionnel, mais de très sympa à vivre. Donc il faut venir au stade. On va regarder les résultats de ces matchs allés de Ligue Europa Conférence, de ces huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence, avec une belle surprise, celle de victoire de l'AZ Alkmaar sur la pelouse de la Lazio de Rome. La Lazio de Rome qui faisait figure de favori, même si on a essayé de coller l'étiquette à l'OGC Nice. Là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, voilà, West Ham qui va gagner aussi facilement face à l'Arnaca. Voilà, il y a 2-3 épouvantails encore. On peut parler de Villarreal, de West Ham peut-être, mais aussi des équipes abordables en cas de qualification en quart de finale, Franck. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est abordable. Après, il faut passer ce tour. On n'a pas encore passé. Il n'est pas passé. Donc rien n'est joué. Mais bien sûr que quand on voit les équipes qui restent, on peut croire
faire un exploit, pourquoi pas, oui. À une épopée pour l'OGC Nice. Alors, le buteur de ce match entre l'OGC Nice et le Sheriff Tiraspol, c'est Ayoub Amraoui. Un buteur chanceux, on l'a dit comme ça. Ouais, bon, un peu chanceux quand même, malgré tout. Écoutez d'abord Didier Digard, est-ce que Ayoub Amraoui a fait exprès de marquer ou il l'a simplement centré? Écoutez la réponse du coach niçois. Oui, je pense pas que ce soit volontaire. Après, la chance, faut la provoquer. On avait dit que avec un tel terrain, justement, fallait tenter, fallait mettre des ballons devant le but. Je pense qu'avec le terrain, peut-être qu'il ne l'a pas pris comme il aurait dû et ça a fini au fond. Donc, c'est une bonne chose, mais encore une fois, c'est grâce à l'état d'esprit du joueur qui était déterminé à appliquer les consignes et ça lui a souri, donc c'est une bonne chose. L'état d'esprit d'Ayoub Amraoui, c'est à saluer, Vincent. Moi, en fait, j'adore ce genre d'histoire. Le gamin, il y a 2 semaines, personne ne le connaissait ou presque. Première convocation dans le groupe, il joue dans le derby à Monaco, ça se passe bien, il gagne 3-0, il enchaîne contre Auxerre, premier match de Coupe d'Europe, premier but. Là, le destin de ce gamin, il est en train de basculer dans le bon sens. Peut-être que même lui, il y a 15 jours, il ne pensait pas qu'il allait jouer en pro peut-être une fois dans sa vie. Et là, aujourd'hui, il permet à l'OGC Nice de gagner un match de Coupe d'Europe. Donc je trouve cette histoire assez exceptionnelle. Je ne sais pas s'il aura une carrière vraiment brillante, mais en tout cas, il doit profiter de ce moment et se dire que grâce à lui, Nice a gagné un match de Coupe d'Europe et peut-être se qualifiera pour l'écart. Avec un contrat toujours élite pour Ayoub Amraoui, pas encore professionnel, William. Oui, il devrait prochainement avoir ce premier contrat pro. Moi, ce que j'aime surtout, c'est que je préfère voir Ayoub Amraoui, un joueur du centre de formation de l'OGC Nice, occuper le couloir gauche. Tu vas te faire ton ami. Plutôt que Joe Bryan. Non, mais c'est pas contre Joe Bryan, c'est pour la politique du club, en fait. Moi, je trouve que derrière Ayoub Amraoui, c'est tous les jeunes du club, c'est toute la formation, c'est tous les regards extérieurs qui se disent tiens, à l'OGC Nice, il y a un coach qui fait confiance aux jeunes. Pourquoi pas choisir, s'il y a des négociations avec d'autres clubs, choisir l'OGC Nice parce qu'il privilégie les jeunes. Je pense que c'est une bonne chose. C'est cohérent pour un projet club. Même si Ineos a de l'argent, il faut quand même avoir aussi de la formation. Donc derrière Ayoub, c'est une bonne image. Je vais juste un tout petit peu tempérer ce que tu viens de dire. C'est cohérent depuis l'arrivée de Didier Digard. Parce que sous les autres entraîneurs, on va dire, de l'ère Ineos, on n'a pas vu énormément de la place pour les jeunes. Excuse-moi, mais c'était en fait ce que je voulais. C'était ça le sens de mon discours, en fait. D'accord. Ouais, non, mais c'est pour bien préciser. Parce qu'excuse-moi, c'est bien de préciser. C'est Didier Digard qui fait jouer Ayoub, qui fait jouer Bouanani, qui fait jouer Belayan. Oui, c'est ça. Mais c'était pas le cas avant. Oui, quand c'était Ineos qui était encore. Excuse-moi, je pensais que c'était clair dès le début. Excuse-moi, on précise. On peut parler de talent, quoi, à ce niveau-là. Faire confiance à ce gamin-là et que ce gamin-là te le rende autant. C'est la patte d'un vrai formateur et peut-être d'un futur grand entraîneur, mais en tout cas... D'une belle patte de lapin aussi. On va en parler après. Pour l'instant, il a tout juste, Didier Digard. 10 matchs, 7 victoires, 3 nuls, ça prend très peu de buts. Je pensais qu'ils avaient fait signer Malo Gusto. Donc, parce que physiquement, tu trouves qu'il ressemble un peu. Il y a des airs. Donc j'ai dit, tiens, ils ont pris un joueur pendant le mercato. Ça m'avait échappé. Allez, c'est pas Malo Gusto qu'on va entendre, c'est bien Ayoub Amraoui. Il va nous préciser si effectivement il a fait exprès ou pas de marquer ce but. Bon, allez, le suspense, il y en a plus beaucoup, mais on l'écoute. Ayoub Amraoui. Franchement, j'ai voulu centrer, mais au final, ça m'a réussi et je suis très content de marquer ce premier but avec mon club formateur. Et voilà, je suis très heureux et j'espère que ça va continuer à bien se passer. Je suis très content parce que ça me met en confiance et j'espère que je vais continuer comme ça pour essayer de gagner le plus de temps de jeu possible. C'était compliqué, surtout sur la fin de match, car ils ont beaucoup poussé et il faudrait aussi être très solide sur le match retour à domicile. Voilà, Ayoub Amraoui, baptême du feu en Coupe d'Europe, baptême du feu devant les médias également hier soir en zone mixte du côté de Chisinau. Bon, il s'en est plutôt bien sorti, le jeune joueur que tu connais, Franck, bien sûr, puisque tu l'as affronté également. Je l'ai affronté l'année dernière plusieurs fois, parce que souvent, quand on n'avait pas match le week-end, on affrontait l'équipe réserve de l'OGC Nice avec le Racing Club de Grasse. Et donc, du coup, je l'avais au marquage et je ne pensais pas que ça allait être un tel joueur. Et là, comme quoi, avec la confiance d'un coach et quand il vous connaît très bien, ça marche. Donc
Donc chapeau à lui, en espérant qu'il continue comme ça, c'est bien pour nous. Oui, parce que c'est vrai qu'on le disait, tu le disais Will, mais Philippe, il y a aussi Buonanni, il y a le Belayan, il y a Antoine Mendy, il y a une génération de 2004 comme ça dans cette équipe qui est plutôt costaud. Oui, mais je suis d'accord avec ce que disait William tout à l'heure. C'est bien. Toi, t'aimes bien la formation, toi. Oui, non, mais c'est bien d'avoir de ne pas aller chercher ailleurs des mecs qui sont. Voilà, il faut les prendre là où ils sont, c'est-à-dire au centre, quoi. Et puis tu as un aspect économique aussi à prendre en compte. Bah Joe oui, Bryan ça doit coûte gagner moins cher peut-être qu'un 10 Joe fois Bryan. plus qu'Amraoui, alors qu'il est plus performant le gamin. Joe Bryan et Il y Melvin a Barr, aussi le petit Daouda Traoré, qui est pas très loin. qui était dans le groupe pour ce match à Tiraspol, mais Melvin Barr pas encore assez remis peut-être de sa blessure, en tous les cas en phase de reprise, et puis Joe Bryan qui est, on va dire... Il fait le boulot, quoi, Amraoui, en fait. Il fait rien d'exceptionnel, mais il est fiable, en fait. Fiabilité, c'est aussi cette défense de l'OGC Nice depuis l'arrivée de Didier Digard. On va voir les statistiques de l'OGC Nice version Digard. Nice, c'est plutôt c'est du solide, comme vous l'avez titré, messieurs, aujourd'hui dans Nice Matin, avec donc 10 matchs depuis l'arrivée de Didier Digard et 3 buts encaissés seulement, 7 victoires, 3 nuls, 7 clean sheets. 19 buts marqués, c'est vraiment là-dessus peut-être qu'il faut insister, Vincent, aujourd'hui, sur cet aspect solide de cette équipe de Nice. Avec Will, à un moment, en deuxième mi-temps, ils étaient dans notre axe, là, et on s'est fait la réflexion. Il y avait Youssouf, Todibo, Dante, et on les regardait, on disait, waouh, quand même, quand t'es l'équipe adverse, là, tu prends les 3 dans le museau, là, ça doit faire tout droit à chaque duel. Donc, oui, et c'est aussi la volonté du mercato hivernal de renforcer cette densité physique, notamment avec Youssouf Ndaï Chimier, qui lui ne fait pas de détails, qui joue sur une pelouse catastrophique ou sur un bon terrain, il est là, bien présent dans le duel. Et évidemment que Nice, aujourd'hui, la force aussi de cette équipe, c'est cette solidité retrouvée. Un gardien qui fait de nouveau des arrêts, Dante qui tient la route, Todibo qui est certainement le meilleur défenseur de Ligue 1. C'est important d'être solide. C'est seulement les 3 de derrière qui font la solidité de cette équipe de l'OGC Nice, où il y a aussi... pressing à la récupération du ballon, des milieux qui reviennent aussi gênés, Boudaoui évidemment qui abat un travail fantastique. C'est sûr que c'est un tout, c'est les idées de jeu aussi de Didier Digard à la perte du ballon qui favorise cette solidité, mais cette charnière à 3, j'ai vérifié là justement pendant l'émission pour être sûr, mais en fait quand tu joues avec les 3 derrière, tu prends 0 but. T'as jamais pris un but quand tu joues avec les 3 derrière. Donc ça montre quand même à quel point ils sont vraiment costauds. Et comme je le disais tout à l'heure, moi c'est ça qui m'a vraiment le plus marqué dans ce match de jeudi, c'est qu'ils sont super présents au contact des attaquants. Et en fait, Schmeichel, il a quasiment pas d'arrêt à faire. Parce que le danger est déjà arrêté avant qu'il arrive à lui. C'est là la force de l'OGC Nice aujourd'hui. La force et évidemment l'envie de bien faire pour Dante qui est à la recherche d'une année de contrat supplémentaire. Todibo, on en parlera tout à l'heure, qui est aux portes de l'équipe de France peut-être. Donc il y a aussi une volonté de montrer, quoi. Ah oui, bien sûr. Et même, on a vu qu'il a réussi à relancer Rosario, qu'on avait vu déjà par intermittence l'année dernière, qu'il pouvait faire des sacrés matchs. Et là, on voit qu'il est à nouveau en forme. Boudaoui qui fait un travail énorme aussi au milieu, qui doit soulager énormément sa défense. Donc l'équipe est en confiance et derrière c'est du costaud. Un mot, Vincent, quand même sur la prestation assez décevante de Terem Moffi dans cette rencontre. Il n'a pas pris les espaces comme peut-être il aurait dû le faire. 5 matchs depuis qu'il est là, Terem Moffi, un très bon match à Monaco Marseille. avec 2 buts, un bon match à Marseille. Et puis 3 matchs un peu compliqués. Ouais, pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'il doit digérer son transfert. Un mois de janvier compliqué à Lorient où il n'avait pas beaucoup joué. Il est un peu toujours dans le zig quand le ballon arrive dans le zag. C'est toujours un petit peu à contre-temps. Et hier, c'était vraiment une partie très compliquée pour Terem Moffi. Mais je pense que ça va finir par tourner parce que malgré le fait qu'il soit en grande difficulté avec le ballon, il fait quand même beaucoup d'efforts et il sera forcément récompensé. Il aide énormément son équipe au pressing, il fait des grosses courses de repli. Donc ça va finir par tourner. Philippe, t'en attends plus là de Terem Moffi malgré tout ? Ben oui, heureusement. oui, j'en attends plus, mais c'est sûr que quand il joue avec en face, il y a des blocs bas, il y aura toujours, ça sera toujours plus difficile. Mais on l'a vu tellement bon à Monaco que je pense que pour l'instant, Monaco, ça cache tout,
Le reste, il faut lui donner aussi un petit peu de temps. Il n'est pas arrivé, il n'est pas là depuis très longtemps non plus, quoi. Ouais, pas encore d'automatisme avec tous ses partenaires, et en particulier avec Gaëtan Laborde. Lui, à sa décharge, on ne peut pas dire qu'il bénéficie aussi de beaucoup de centres dans la surface intéressants, parce qu'il est pas mal de la tête. C'est un garçon qui a un bon jeu de tête, mais il n'a pas un ballon à se mettre sous la dent. Donc ça aussi, il faut en parler quand même. Alors, il manque de munitions un peu devant. On disait Pépé, là, Diop qui est blessé, tu tournes à une rotation assez limitée. Les espaces, pourtant pour lui. Ouais, mais Laborde, tu sens aussi qu'il enchaîne tous les matchs là, depuis début janvier, qu'au moment ça tire un petit peu pour lui. Il y a Bonani qui vient un petit peu dans la rotation, Brahimi. Le jour où Pépé va revenir, même Ramsey derrière, qui t'apporte quand même énormément de fluidité dans le jeu, ça va le faire. Alors, on parlait de la solidité de cette équipe de l'OGC Nice, mais pour le match retour, Dante sera suspendu puisqu'il a pris un carton jaune qui va le priver de ce match retour. Donc, d'où notre pour-contre de cette semaine. Est-ce que sans Dante, même face au Sheriff Tiraspol, ça sera plus compliqué? La parole est à toi, Vincent. Pour moi, évidemment que c'est toujours une très mauvaise nouvelle de ne pas pouvoir compter sur Dante parce qu'il t'apporte toujours énormément de sérénité. Même un soir où il n'est pas exceptionnel, il a toujours un niveau moyen quand même assez élevé. Hier, quand même, son expérience à certains moments a été quand même très bénéfique. On l'a vu dès le début de match, il prend un coup, il reste 2 heures au sol. Il a su parfaitement aussi gérer un peu les temps forts de l'équipe adverse. Et il apporte quand même énormément de sérénité, sa qualité de pied aussi dans la relance. Le jeu long pour Mofi en première mi-temps, il en met une parfaite. Mofi, il n'a pas bien capté, mais ça lui tape dans le dos, mais c'était un ballon parfait. Donc jouer avec Dante, c'est toujours quand même l'assurance tout risque. Et si les deux, Todibo et Youssouf Anaï sont aussi très costauds, c'est parce qu'ils bénéficient de tout l'apport de Dante, qui à 39 ans encore est irréprochable pour moi. Donc pour être bien clair, pour toi, ça sera un peu plus compliqué peut-être. Ah bien sûr, pour moi c'est une très mauvaise nouvelle que Dante ne soit pas là au match retour. Will. Moi je dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais je dis que on peut pas dire que ce sera plus compliqué pour l'OGC Nice face à une équipe comme le Sheriff. Premièrement parce que je trouve que Dante en ce moment il a une petite période de moins bien. On l'a vu contre Auxerre où c'est un peu plus difficile, et je trouve aussi que jeudi soir il peut prendre un rouge sur un gros duel où il paraissait aussi un peu agacé. Donc on a la sensation, ce qui est logique, qu'il a un petit coup de moins bien, et souffler ça pourrait lui faire du bien. Et en même temps à l'OGC Nice il y a aussi un garçon qui s'appelle Machaviti qui ne joue plus depuis un moment, qui est censé être défenseur axe gauche. Donc moi voir Machaviti contre le Sheriff Tiraspol, ça me ferait plaisir. Donc, toujours dans une défense à 3 pour toi aujourd'hui? Oui ou non, même si c'est une défense à 4 avec Todibo, Viti, Samira, si c'est à 3 avec Youssouf, Todibo, Viti aussi. Moi je mettrais peut-être plus Rosario. Mais alors ça, c'est... Parce que c'est vrai que Rosario, il a dépanné au poste de défenseur central cette saison, mais comme le dit Will, et je vais te donner la parole, Franck, quand tu as un Machaviti que tu as payé cher quand même dans ton effectif, qui est un joueur d'avenir, qui est censé être un joueur d'avenir, mieux vaut faire jouer lui peut-être qu'un Rosario. Oui, là, je suis d'accord. S'il ne le fait pas jouer là, je vois pas quand il va le faire jouer. Mais bon, après, comme il dit Vincent, moi je verrais bien Rosario parce que c'est quelqu'un que, quand il défend en avançant, il est très fort. Et là, s'il arrive à défendre comme ça, en jouant derrière, ça peut être pas mal. Mais bon, Vichy, c'est vrai que c'est le moment, je pense, de le lancer pour voir ce qu'il vaut vraiment. Philippe, la synthèse de tout ça, avec Dante ou sans Dante, est-ce que le l'OGC Nice peut donner le même visage? Je me dis qu'heureusement que c'est pas le PSG qui arrive, quoi. Parce que, bon, normalement, même sans Dante, ça devrait passer. J'ose espérer. Mais c'est vrai que d'avoir Dante au départ, c'est toujours mieux. Voilà, parce que bon, moi, Viti, j'aime bien, mais entre Dante et Viti, il n'y a pas photo, quoi. Donc, et puis c'est pas parce qu'ils ont fait n'importe quoi l'été dernier en mettant 15 millions sur Viti, 5 millions sur Illier, 12 millions sur BKBK que le coach doit assumer ses graves erreurs en fait. BKBK qui a retrouvé un tout petit peu de temps de jeu hier soir, ça fait longtemps. On fait le calcul. Après, il faut quand même dire que Viti, il a quand même été pas mauvais. Il a jamais. Non, mais ça coûte. J'ai l'impression qu'on parle d'un. Non, j'ai pas dit qu'il était. Non, mais c'est 15 millions. Viti, Illier et BKBK, c'est 15, 5, 20, c'est quand même 35 millions dépensés. Moi, quand je regarde Viti, je m'en fous du prix, en fait, aujourd'hui. Je veux juste voir si le gamin, il a 21 ans. Je veux voir s'il est bon. Ouais, non, mais en plus, tu as raison, c'est qu'il avait jamais fait de. Sauf le premier où c'était un contexte horrible contre Monaco. Marseille 3-0. Mais bon, ça c'était un contexte horrible. Mais après, pas mal. Et à Lens, il fait encore une bonne entrée, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il marque aussi, je crois. Il a marqué. Il avait marqué un, oui, sur un coup de pied arrêté, de la tête, corner. Lui, c'est marqué. Et ouais, contrairement à Todibo. Voilà.
qui n'arrive pas encore à marquer. Messieurs, il y a une chose importante dans ce parcours de l'OGC Nice. Tu as évoqué le Paris Saint-Germain, mon cher Philippe. Il y a une chose importante, c'est que l'OGC Nice est le dernier représentant du football français en Coupe d'Europe. Alors, est-ce que l'OGC Nice joue pour Nice, ses supporters, pour la France entière, pour tout le monde? Je sais pas, Vincent, est-ce que c'est l'honneur du foot français qui est en place là, avec... Ça, c'est une certitude. C'est évidemment l'honneur du foot français. Après, de dire que le foot français ou même les Français seront derrière Nice, non, c'est pas vrai. Parce que Nice restera toujours une place à part du foot français, clivante. Et puis ça nous va très bien. On n'a pas les audiences, c'est dommage, on aurait dû se renseigner sur les audiences. Et puis non, on aime bien cultiver ça aussi. On adorerait que Nice aille au bout, mais pour les Niçois surtout. C'est important. Moi, l'indice UEFA, machin. Non, mais voilà. C'est le truc pour les dirigeants. On va regarder l'indice UEFA de la France. Non, mais on va. Parce que c'est pas tant que pour les dirigeants que ça. Ben non, évidemment. C'est super important. 5e place pour la France, 60,331 points. Pays-Bas, qui sont les plus dangereux pour l'instant, 6e, un peu plus de 2 points derrière. Et on a fait un peu le trou sur le Portugal. Ce que je veux dire, c'est que avant de penser briller en Ligue des Champions, qu'on aille le plus loin possible dans cette C4 en fait. Oui, mais le problème, c'est qu'en 2024, il y aura 3 places qualificatives directement pour la Ligue des Champions. Oui, mais pour faire quoi? Pour faire comme l'OM en Ligue 1. Et si l'OGC Nice et son projet montent encore d'un cran à ce moment-là, on sera peut-être très content de ne pas passer par des tours préliminaires quand on voit Monaco qui se fait bananer sur les ans. Non, mais ça serait franchement normal que ce soit 3 clubs portugais ou 3 clubs hollandais qui aillent en Ligue des Champions et pas des Français. Est-ce qu'on trouverait ça normal? Sincèrement, en étant la nation, avec l'équipe de France, vice-champion du monde. Non, mais il faut à un moment donné, et il faut avoir conscience que c'est très important pour tout le monde, pour le foot français. Mais en même temps, le foot français s'en fout. Ça, c'est vrai. Et ça, par contre, moi, je m'en désole un petit peu. J'ai pas envie de voir toute la France dire allez le gym, se colorer de rouge et de noir à chaque match du gym. Par contre, j'aimerais que les médias en parlent un petit peu plus. Ou mieux. Mais surtout un petit peu plus. Parce que je vois hier... franchement, j'ai l'impression que Nice n'a pas joué. Il n'y avait pas de club français en Coupe d'Europe. Mais tu tombes le lendemain trop parlé de nous. On n'a jamais trop parlé. C'est minable, c'est le dernier club européen. Tu as raison sur le fond, mais tu tombes aussi le lendemain de l'élimination encore catastrophique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On va voir la semaine prochaine, en cas de qualification, ce que l'on espère, si le traitement médiatique sera un peu meilleur du côté de Pour moi, ça ne changera pas tant que tu ne vas pas en finale ou que tu ne gagnes pas. Et puis c'est très français de considérer cette coupe comme une coupe au rabais. C'est vrai qu'on gagne chaque année des coupes d'Europe. C'est vrai qu'on a une grande histoire dans le football de club sur la scène européenne. On a connu énormément d'épopées ces dernières années pour considérer cette coupe comme une coupe à toto, quoi. Est-ce que le problème, Philippe, c'est pas tant que toutes ces équipes-là se démènent pour accrocher les places européennes en fin de saison et que quand arrive la Coupe d'Europe, certaines équipes jouent pas le jeu, jouent pas à fond. Ou jouent pas le jeu, ou alors on a vu Rennes, ils ont joué le jeu quand même la fois dernière, ils sont éliminés au tir au but par le Shakhtar. Ouais, mais par exemple, quand Monaco n'arrive pas à passer le tour préliminaire de la Ligue des Champions, quand ils n'arrivent pas à battre le Bayer Leverkusen en ayant... C'est parce que c'est meilleur aussi, il faut arrêter, parce qu'on pense on est club français, ça va passer. C'est ce que je te dis aussi. Même contre le Sheriff Tiraspol, c'est pas facile, c'est la Coupe d'Europe. Franck, c'est quoi le problème sur les clubs français en Coupe d'Europe aujourd'hui? Je pense que en tout cas, pour moi, c'est le niveau du championnat. Quand on voit l'intensité des matchs qu'ils mettent les Allemands, les Anglais, tout ça, et nous on regarde le match d'hier, il y avait moins d'intensité qu'un Chelsea-Dortmund... Donc je pense que déjà l'intensité de base du championnat, elle est plus faible que les autres championnats. Donc je pense que ça y joue. Je ne suis pas forcément d'accord. Vas-y, je trouve que la Ligue 1 elle a franchement bien progressé depuis 2 ans au moins. Sur combien d'équipes? 6-7? Franchement, quand tu regardes aujourd'hui les chocs du haut de tableau, il y a vraiment des gros matchs. Les Marseille-PSG, les Lens-PSG, les Lille-Lyon, les choses comme ça. Il y a des beaux matchs. Donc je pense pas que c'est qu'une histoire d'intensité. Je pense que déjà, il y a une petite histoire de culture. Le Français aussi, quand il va se déplacer en Ukraine ou en Moldavie ou quoi, il croit que l'affaire, elle est déjà engagée, alors que souvent, il passe à la trappe. Et quand Vincent disait c'est très français de dénigrer cette Coupe d'Europe, je suis pas d'accord. Je dis que c'est très français de dénigrer tout ce qui n'est pas PSG, OM et Lyon. Voilà, c'est surtout ça qui est important parce que l'année dernière, quand Marseille fait finale de cette coupe... demi-finale. Ça a commencé à vraiment s'enflammer en demi-finale. Déjà, juste avant, ça en parlait pas. Non, mais tous les JT et compagnie, ils ont eu... Mais tu te rappelles par exemple du 8e, alors qu'on suit le foot, tu te rappelles du 8e de Ligue Europa Conférence de Marseille?
Non, mais je te parle des Alors JT, qu'on des suit vraiment médias. le foot. Je te parle de médias. Oui, mais même nous, on suit le foot. Moi, je peux pas te dire contre qui Marseille. Parce que je regarde pas Marseille déjà, c'est compliqué. On est deux. Et voilà, c'est une réalité, je rigole pas. Donc c'est compliqué, mais vraiment, je trouve que le français, par exemple en Italie, tu avais la Spezia qui était encore en Ligue Europa Conférence, ils en parlaient toute la journée. Oui, mais le traitement évidemment médiatique en France du Pas football n'est pas le même que Voilà, on n'est en pas un Italie pays de foot, ça revient à ça. ou en Angleterre. Moi, j'ai jamais été supporter de Bastia, mais je me souviens de leur épopée en Coupe d'Europe. Voilà. Ça m'a marqué. Mais Donc, bien sûr. Il faudrait que l'OGC Mais Nice on parle- rentre un petit peu dans les Quand cœurs je des parlais, Français. Philou, Voilà. et tu as quand Faut y même aller. plus de recul que nous. Sur les 50 dernières années, il y a combien d'épopées de clubs français marquantes? Peu. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Nice n'a pas une énorme carte à jouer cette saison? Le problème viendra de la valeur de cette Coupe d'Europe, effectivement. Mais en Moi, c'est ce que je pense. 96, Ça reste un Paris, trophée. Ça reste Paris un a trophée. gagné la Coupe des C'est Coupes la Roma, contre le Rapide de Vienne. Le Bastia, ils avaient éliminé Grasshopper de Zurich et le Torino. Hein, c'était Et pas, Marseille, le Dynamo de Et Moscou. Bordeaux, en le 96, Lokomotiv Moscou, certes, enfin, élimine le Milan AC, mais après, il y a le Betis Séville. Donc, faut arrêter. Même Monaco a fait de grandes épopées. Non, moi, je trouve que c'est juste aussi une question de niveau et on n'a pas de recul de clubs français qui réalisent de grandes performances en Coupe d'Europe. Le tout débat simplement. était certes aussi sur le traitement médiatique, mais surtout sur l'indice UEFA Mmh. de la France, qui pour toi aujourd'hui n'est pas très important. Moi, je pense que si, pour l'OGC Nice, c'est très important. Non, mais c'est Surtout important, que bien sûr. t'es le dernier club français qualifié, alors que Ouais, c'est les ça. Néerlandais en ont encore 2, Ouais. les Portugais en ont encore 3, si je Ah dis oui, pas de c'est pour ça. bêtises. Ouais, ouais. Du coup, Donc, il faudrait limite et- la gagner. et pour rappel, pour que les- avoir une incidence sur le classement UEFA, il faudrait la gagner. C'est Ça. ça. On voit Benfica qui risque d'aller un peu loin en Ligue des Champions, déjà Voilà. qui va marquer énormément de points. Il faut que tu ailles plus loin que la Z Alkmaar, C'est ça. par exemple. Parce qu'il faut rappeler juste que les points que l'OGC Nice va récolter seront divisés après, ajoutés aux autres. Et la moyenne est divisée par le nombre de clubs français engagés. Donc ça veut dire que les Hollandais, pour l'instant, ils ont plus de chances que nous, parce qu'ils ont plus de clubs engagés encore. Donc c'est là que Nice, c'est vraiment, vraiment important. Bon, on va suivre ça avec... Surtout pour les Niçois. Surtout pour les Niçois, mais aussi pour la France. Messieurs, on s'est fait la réflexion en Moldavie et en particulier lors de la conférence de presse d'avant-match de Didier Digard, qui a été questionné sur par nos confrères moldaves sur le déplacement déconseillé des supporters niçois par l'OGC Nice. La question a été un peu inattendue, on va dire ça comme ça, et Didier Digard s'en est extrêmement bien sorti. On s'est fait cette réflexion. Depuis qu'il est là, niveau com, c'est un sans faute. Will. Non, complètement. On en avait déjà parlé. On avait dit qu'il était vraiment bon sur tous les plans. Et oui, au niveau com, il semble jamais dépassé, bousculé, dérangé. Il répond. Il fait quasiment pas de langue de bois. Et quand il sait pas, il sait pas. Il le voilà, dit. il le dit. Ouais. Il est franc. Et après, bon, il a ses petites. Le coup de Amraoui, non, il devrait pas continuer. Il a enchaîné. Voilà, il a déjà les petites manières d'un coach aussi. C'est le jeu médiatique. Donc, mais c'est vrai que c'était une question un peu étrange, difficile à y répondre. Et il s'en est très bien sorti. Ouais, Didier Digard fait un sans faute. Damien Reich, l'attaché de presse du club qui était à côté de lui sur l'estrade, là, quand il a eu cette question, il est devenu devenu tout palo. Ah ouais, il était pas bien. Et je peux te dire, et voilà, et c'est là où avec tout le respect qu'on a pour Lucien Favre, ce genre de moment avec Lucien Favre, ça aurait pu être un petit peu la cata. Là, Didier Digard, il a pris juste 3 secondes. Il a réfléchi. Discours cadré, argumenté, parfait. Voilà, c'est la preuve d'une vraie intelligence. Et c'est ce qui se transpire aussi dans sa communication avec ses joueurs. Il est hyper zen. Franck, nous on est dedans, donc on voit plus ça, la tête dans le guidon. Toi, d'un œil extérieur, sur les conférences de presse, sur les réactions, sur comment tu le sens, Didier Digard? Moi, je le trouve serein, comme il a toujours été en vrai. C'est quelqu'un qui a toujours été serein en tant que joueur. Même quand il parlait, il faisait ses interviews en tant que joueur, c'était toujours bien. Et puis là, je vois qu'il arrive en plus à réunir les Niçois autour de l'équipe. Chose que ça allait plus trop ces derniers temps. Il fait des entraînements ouverts au public et ça rapproche. Mine de rien, ça rapproche. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire sur lui. Il est vraiment au top. Philippe, c'est important d'avoir un entraîneur qui communique bien. En 2023, on est en 2023. C'est ça. Oui, oui, c'est fondamental. On peut peut-être même le déplorer des fois parce que c'est pas ce qu'on lui demande en premier, mais c'est important. Ça fait partie du costard du coach de maintenant, quoi. On peut plus avoir un coach qui
qui dérape, ou on l'a vu avec le coach d'Angers là, qui s'est tiré une balle dans le pied et puis dans l'oreille. Mais non, mais Digard, moi il me bluffe quoi. Parce que le sans faute, il est là, mais il est aussi sur ce qu'il fait avec son équipe. Hein. Il y a juste un truc, c'est que pour les gars comme moi qui vont sur 60 ans, il faudrait qu'ils parlent un peu plus fort. Ah, c'est-à-dire que tu es un peu dur d'oreille, c'est ça ? Je lui fais passer un message. Didier, parle un tout petit peu plus fort. Ou alors on va monter le son des micros peut-être aussi peut-être. quand on l'interviewe. Quand il est dans ses zones techniques, quand il a quelques remontrances à faire, je pense que hier, Mofi, là, sur 2-3 ballons, il a compris qu'il fallait qu'il mette le réveil. Il a entendu le son de la voix de Didier Digard pour le coup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match entre l'OGC Nice et le Sheriff Tiraspol, match aller des 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Le prochain match, ça sera donc jeudi pour la qualif à l'Alliance Riviera à 21h. Venez nombreux évidemment soutenir le gym parce que l'enjeu c'est une place en quart de finale de la Coupe d'Europe. On passe au Zap Gym avant d'évoquer ce Nantes-Nice. Le Zap Gym, donc les coulisses de l'OGC Nice captées par les caméras d'OGC Nice TV. Salut, c'est Kefren Churam et Teddy Boulenji. On est très déçus de ne pas pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. On vous laisse entre de bonnes mains avec les U17 du club, donc profitez bien, amusez-vous bien et hâte de vous revoir. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. C'est bien, j'aime bien. En vrai, ils sont cool et c'est bien joué. Merci à eux d'être venus pour cette journée. Et franchement, c'est génial. Aujourd'hui, là, on est en salle. D'habitude, on joue au centre d'entraînement. Et c'est différent. Même ils sont très bons techniquement. Moi, ça me donne le sourire de le faire. Et je vois que d'autres petits aussi ont le sourire de le faire. Du coup, on est tous heureux. C'est un petit peu ce qu'on recherchait à la base à travers ce projet, c'est qu'en fait il y ait vraiment cette idée de sportif qui se retrouve et puis le fait de se retrouver sur plusieurs fois comme ça, on crée des liens et puis en même temps on partage et c'est ça l'essentiel du projet. Il était combatif, il était intraitable sur son côté droit. Mesdames, messieurs, applaudissements pour monsieur Patrick Baroul. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation de ce soir. Je suis ravi d'être là et je vous souhaite un bon match à tous. Issa Nissa. Franchement, soirée magnifique. Je ne sais pas s'il y a d'autres clubs qui ont cette initiative et un grand merci à Virginie, je crois, qui chapeaute un peu tout ça. Et franchement, grand coup de chapeau à Nice de mettre à l'honneur les anciens. Vainqueur de la Coupe de France 54, champion de France 56 avec le gym, Juste Fontaine détient le record de buts en phase finale de la Coupe du Monde en 58 avec 13 buts. Une légende a rejoint les étoiles. Voilà donc ce Zap Gym avec un hommage à Juste Fontaine, un Zap Gym que vous pouvez retrouver en intégralité sur les médias d'OGC Nice TV. Avant de passer à l'avant-match de Nantes-Nice, un bel indiscret qu'on a récolté et que vous avez récolté, messieurs, pour du côté de l'équipe de France et des présélections. Vincent, JC, Jean-Claire Todibo, Kefren Turam sont présélectionnés. Ouais, c'est la super nouvelle de ce vendredi. Jean-Claire Todibo a reçu sa première pré-convocation pour le prochain rassemblement de l'équipe de France pour les qualifications de l'Euro 2024. Pré-convocation, rappelle bien. C'est pas une convocation. Didier Deschamps annoncera sa liste jeudi prochain, quelques heures avant le 8e de finale retour. Un match où certainement Jean-Claire Todibo devrait également porter le brassard de capitaine. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur et ce serait une juste récompense compte tenu de tout ce qu'il réalise depuis ces derniers mois. Mais ouais, une super nouvelle pour le club, ce qui prouve qu'on peut être joueur de l'OGC Nice et avoir cette opportunité-là d'atteindre l'équipe de France. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer qu'il fasse partie des 23. Je pense que Kefren Turam, compte tenu de la concurrence, a plus de chances d'y être. Oui, ce qu'on a appris aussi, Will, c'est que Kefren Turam avait déjà, lui, reçu une pré-convocation pour la Coupe du Monde. Ouais. Non, ça prouve on ne le savait pas. Mais on ne savait pas. Mais ça prouve que Kefren, il est déjà dans les radars depuis un petit moment. Puis je trouve qu'en ce moment,
il en montre encore un peu plus dans son jeu. Ce serait, et comme l'a dit Vincent, c'est surtout vu la concurrence, ce ne serait pas une anomalie que de voir Khéphren Thuram sélectionné, parce que que ce soit Verretou, Guendouzi... non, mais sérieusement, déjà. Mais excusez-moi, mais moi, Guendouzi, j'ai jamais vu le niveau international chez lui. Donc, moi, Khéphren Thuram, je le trouve encore aussi... il a un gros potentiel, il a une marge. Hein. Je ne dis pas qu'il a le statut international indiscutable. Mais pour une première revue d'effectifs en 2023 de la part de Didier Deschamps, je trouve ça cohérent. Philippe, le dernier joueur sélectionné en équipe de France avec Nice, c'était Ben Arfa. Voilà. Avant lui, c'était Hugo Lloris. Ça serait une belle récompense pour ces deux-là qu'ils y soient. Oui, et puis c'est justifié pour les deux, pour Thuram et puis pour Todibo qui fait une saison super solide. Enfin, il est impressionnant, quoi. Donc même moi, je veux bien qu'il y ait de la concurrence en défense centrale, mais s'il est en concurrence avec Badiachile et Disasi, Et Disasi a un vécu de Coupe du Monde déjà, donc que tu ne peux pas lui enlever. Non, ça compte Didier Deschamps. Ça compte si Didier Deschamps, effectivement, il a raison, Will. Mais il a le droit, Philou. Marius Trésor aussi, il a un passé. Il a toujours défendu Jean-Claire Todibo, Philippe. Faut lui on l'a tous défendu ici, évidemment. Marius Trésor a un gros passé international, mais bon, on peut appeler peut-être... quelqu'un de nouveau. Todibo, Thuram. Alors Todibo, il fait une saison assez fantastique. Ouais, sur lui, il n'y a rien à dire. Hein. Après, oui, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence à ce poste. Après, si la France passait en 3-5-2, peut-être qu'il aurait un peu plus de chances d'y figurer. Et après, par contre, pour Thuram, je pense que la France, on manque de ce profil-là. Un 8 qui casse les lignes, balle au pied, qui arrive à faire la dernière passe, qui arrive à marquer aussi. Et je pense que oui, c'est lui qui a le plus de chances d'y figurer là. Bon, on va suivre. Puis tu disais que c'était une belle récompense pour les deux hommes. Je pense que ce serait aussi une belle récompense pour l'OGC Nice, qui est allé chercher Khéphren Thuram à l'AS Monaco en lui faisant... grâce à Patrick Vieira, il faut le souligner. Il faut le rappeler, et Gilles Grimandi et Gauthier Gannet, qui avaient bossé sur ce dossier-là. Et aussi pour JC Todibo, où ça c'est Julien Fournier qui avait été le chercher quand il était en délicatesse au Barça. Donc voilà, aussi l'OGC Nice le mérite d'avoir fait ces paris-là. Benfica, je crois. Il était à Benfica. Mais il appartenait au Barça. Il était en galère. Prêté à Benfica. En délicatesse ou en déliquescence? En délicatesse, pas encore en déliquescence. Donc la sélection de Didier Deschamps, ça sera donc ce jeudi, on va suivre ça effectivement. Ça peut être un grand jeudi pour l'OGC Nice. Ça peut être ou un jeudi galère, on ne sait pas aussi. C'est ça, ouais. Voilà, bon, je suis toujours un jeudi noir. Ou un jeudi exceptionnel. Je rappelle que dans les années 70, on avait vu un match avec 7 Niçois dans l'équipe de France. Tu en avais fait un, souviens-toi, mon cher Philippe. Non, mais c'est juste tu t'en souviens pas, une petite piqûre de rappel avec Baratelli. C'était un souviens-toi très intéressant à ce propos. Allez, on passe à l'avant-match de Nantes-Nice. Ça sera dimanche après-midi du côté du stade de la Beaujoire à Nantes. Alors évidemment, Nantes, ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Messieurs, la finale de Coupe de France perdue, non jouée d'ailleurs par le GC Nice, avec une première info importante, Will, c'est que Andy Delors, comme vous l'aviez écrit à l'époque dans Nice Matin, Andy Delors ne pourra pas jouer ce match. Ouais, il ne pourra pas jouer ce match parce que on rappelle que le GC Nice et le FC Nantes ont conclu un prêt avec option d'achat obligatoire, et donc dans le prêt, pour cette demi-saison, Andy Delors ne peut pas jouer contre l'OGC Nice. Donc c'est plutôt une bonne chose pour Nice. Est-ce que c'est la même chose avec Guessant? Je pense aussi. Guessant aussi. Et est-ce que ce sera la même chose pour Mofi avec Lorient dans une semaine? Il faudra poser la question. Bonne question, c'est vrai. Ghisolfi, on a pensé à Delors, on n'a pas encore pensé... Peut-être qu'il aura besoin de souffler, Mofi. À Mofi à ce moment-là, oui. Ça qualifie, voilà, ça sera le beau match pour... On va voir le classement de Ligue 1 avec une équipe de Nantes donc, qui est 14e, mais on va s'intéresser plus au classement de l'OGC Nice après ce point du nul face à Auxerre qui au final n'a pas une grande incidence puisque les autres ont fait nul également. Donc, Rennes a perdu. Oui, Rennes a perdu. Donc du coup, voilà. La bonne incidence, c'était que Nice a continué de ne pas perdre. Elle a continué à maintenir sa série. On a vu qu'Auxerre, en plus, n'avait pas livré un mauvais match. C'était plutôt cohérent ce qu'ils ont fait. À Nantes, ça sera compliqué aussi, comme on en parlait hier soir déjà avec Vincent au retour de Kijino. C'est comme Monaco, Nice avait su profiter de leur match de Coupe d'Europe quelques jours plus tôt pour les prendre à la gorge d'entrée, les jambes un peu lourdes. Et l'OGC Nice serait un peu dans ce cas de figure-là à la Beaujoire. Il faudra voir dans la rotation quel choix va faire Didier Digard, mais
l'entame de match risque d'être importante à Nantes. Ouais, avec des joueurs qui sont rentrés à 3h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce match qui arrive tout de suite, qui est important pour la dynamique, hein, parce qu'il faut garder cette dynamique, Franck. Oui. Après, comme on dit, il y avait la fatigue pour Monaco, mais ils avaient perdu. Et comme on dit souvent, on récupère mieux après une victoire. C'est vrai. Donc non, je pense pas que ça aura une grande incidence, mais je nous vois bien faire un bon résultat là-bas et ça confirmerait notre remontée. Surtout qu'il n'y a pas eu une grande intensité quand même jeudi soir. Ouais, mais il y a le voyage qui était long. Il y a peut-être le terrain qui va jouer sur les muscles. Mais c'est peut-être l'occasion, on va le voir dans la Coupe au Proval aussi, de ressortir certains joueurs du bois. Voilà. Youssef Attal, il va falloir qu'il rejoue. Bar, le petit Bonani, même Brahimi. On a posé la question à Didier Digard, justement, parce que tu parlais de la compo probable, mais avant cela, on va écouter Didier Digard. Est-ce qu'il faut faire tourner face à Nantes dimanche? La réponse du coach niçois. Moi, je veux gagner. Donc, je mettrai l'équipe la plus performante. J'ai pas du tout de projection aujourd'hui sur l'équipe de dimanche. Ce que je veux, c'est avoir le plus de joueurs disponibles, le plus frais possible, et aller à Nantes avec l'état d'esprit pour remporter le match. Et c'est vraiment, à partir de ce soir, la priorité qu'on a en tête. Je t'ai vu sourire, Philippe, quand Didier Digard dit en attaquant tout de suite, moi je veux gagner. Oui, moi j'aime bien ça. Ce discours-là, comme on disait tout à l'heure, voilà, c'est franc, rotation par rotation. J'aime bien ces punchlines. Ouais. Et puis, de toute façon, l'OGC Nice, il y a quand même encore pas mal de joueurs, soit sur le retour, en reprise. Il n'y a pas énormément de choix non plus pour faire tourner peut-être dimanche. Toi, tu parlais hors antenne de Ramsey, de Pépé. Est-ce qu'ils seront disponibles? On ne le sait pas encore. Mais je pense que ça sera plus pour le match retour de Coupe d'Europe, Ramsey et Pépé. Mais voilà, on a dit Buonani, Brahimi, Youssef Attal, Alexis Beka aussi, peut-être il peut grappiller aussi un peu de temps de jeu. Barclay qui va revenir également. Et Barclay qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, donc qui doit avoir du temps de jeu en Ligue 1. Ouais, c'est aussi aux garçons qui jouent moins de se montrer. On veut de la concurrence, et à eux aussi de profiter, peut-être s'il y a une petite revue d'effectifs. On va regarder la compo probable que tu nous as concocté, Will, sur ce match face à Nantes. Évidemment, c'est délicat à J-2 au moment où on enregistre cette émission et après un match de Coupe d'Europe d'avoir une idée assez précise. Mais voilà, explique-nous ce que tu as voulu, ce que tu as comme idée par rapport à ce match. J'ai déjà la première idée, c'est que Didier Digard nous raconte un petit bobard quand il dit qu'il n'a aucune projection, je pense, sur son équipe de dimanche. Dans sa réflexion, je pense que quand même donner du temps de jeu, par exemple, à Youssef Attal en fin de match hier, jeudi soir, malgré un terrain horrible, c'était peut-être aussi dans l'idée qu'il démarre le suivant. Donc on est parti sur la conservation de cette défense à 3, vu qu'en plus Dante va souffler jeudi prochain. La classique Youssouf Todibo Dante. À droite, donc Youssef Attal qui pourrait être relancé. Au Rosario Boudaoui, une charnière un milieu de terrain qui fonctionne plutôt bien. La paire est plutôt complémentaire. Lotomba qui basculerait à gauche parce que Melvin Barr, lui, au contraire, n'a pas encore rejoué depuis sa petite blessure. Donc je vois mal démarrer à Nantes. Et tu partager son temps de jeu peut-être à Cattal. Voilà. Et tu enlèverais Amraoui malgré ces 3 titularisations. Il a fait 3 titularisations de suite. Souffler là, ça pourrait pas être. Et puis il faut qu'il apprenne à centrer. mais tous, il faudrait qu'il y ait un spécifique centre. Mais s'ils centrent tous pour marquer des buts, ça va. S'ils les dévisent tous comme ça, on les prend. Je pense pas qu'il arrivera toujours le faire, mais oui, donc Lotomba qui lui, par contre, comme on disait avec Vincent, il n'a pas trop forcé, donc il pourrait peut-être encore enchaîner. Et devant, c'est Buonani qui pourrait faire souffler Laborde, qui lui donne beaucoup. Pour Mofi qui lui a besoin d'enchaîner pour marquer, trouver de la confiance, et Kefren Turam qui lui a le physique pour enchaîner les matchs. Franck, avec cette équipe-là, comme le dit Didier Digard, c'est une équipe pour gagner, ça, à Nantes. Tu peux gagner à Nantes avec cette équipe-là? Oui, bien sûr, je pense que oui, c'est une très belle équipe. Donc à voir si on va jouer comme ça, mais sur le papier en tout cas, on y va pour gagner s'il met cette équipe. Oui. Je pense que Thuram pourrait sauter aussi. Il faut souffler. Pourrait souffler. Parce que contre Auxerre, il avait été quand même un peu émoussé sur la fin. Hier, il sort à la 75e, je crois. Ouais. Et à ce moment-là, mettre Bilal Brahimi plutôt. Brahimi ou Barclay? Ou Barclay. Non, Barclay, j'y crois plus du tout.
Je pense qu'il est rôti complet depuis qu'il a compris. Non, mais depuis la Coupe d'Europe, qu'il a compris qu'il la jouerait même pas. Je pense que ça lui a mis un coup sur la casquette. Ça va être dur, pour là, lui, il fait que des entrées catastrophiques depuis. Et pourtant, il restait sur 2-3 beaux matchs. Ouais, mais sous Didier Digard. Mais sous Didier Digard, c'est une catastrophe. Il a marqué contre Montpellier quand même. C'est surtout la passe d'Ed Boadani. Enfin bon, qui lui vraiment. Il a failli mettre un très beau but la semaine dernière à Monaco. Magnifique. À la fin, quel enchaînement il fait. On voit qu'il a quand même quelque chose, mais malheureusement, je pense que mentalement et physiquement, ça commence à être difficile. J'y crois plus à Barclay. Bon, on passe au cadeau de la semaine. Allez, à gagner 2 places pour le match. Pas ton t-shirt. Retour, Nice, Tiraspol, Alliance Riviera. Un t-shirt culte. Voilà, exactement. C'est un cadeau culte? Non, pas du tout. Donc 2 places à gagner pour l'OGC Nice, Tiraspol, c'est jeudi soir à l'Alliance Riviera. Il faut pronostiquer le score entre le FC Nantes et Nice avec le non-débuteur, le hashtag Gymtonic. Donc 2 places pour Nice, Tiraspol. On passe au Souviens-toi, mon cher Philippe. Tu vas nous parler d'un Nantes-Nice de sinistre mémoire, 1995. Oui, on finit sur du positif. Pas tant de sinistre mémoire que ça, parce que j'aurais pu parler du Nantes-Nice de 1996 où ils avaient pris 7-0. Ouais. Dans les buts, celui-là qui m'avait marqué. Ouais. Ah oui, voilà. J'aurais pu parler aussi, même sous Dominique Baratelli, ils avaient pris, ils prenaient des fois des roustes à Marcel Sopin. Alors là, c'est parti un peu vite, donc. Avec but de Momo Chaouch. C'était le but de Mohamed Chaouch. Là, j'aimerais qu'on voit. On va le voir. Et que vous regardiez les 2 pénaltys. Alors Endoram qui tombe tout seul. En fait, soi-disant faute de Tatarian. Sur Endoram, donc penalty de Wedek. C'est le grand FC Nantes, c'est celui qui sera champion. C'est le FC Nantes qui est champion, qui perdra qu'un match. Avec la tortue. Qui perdra qu'un match de la saison. Et là, pourtant, il n'y a pas penalty. Olivier Fugin fait pas penalty. Mais il prend le ballon. Il prend le ballon. Ah ouais, on est d'accord. Il prend le ballon, mais il arrive par derrière et il finit sur le joueur. Et le VAR a confirmé derrière. C'est qui l'arbitre, mon cher Monsieur Puyalt. P-U-Y-A-L-T. Et alors, raconte-nous l'après-match. Alors. Non, vite fait. Ouais. Donc, c'était le 4 mars 1995, donc c'est le grand Nantes. J'ai noté Makelele, Endoram, Ferry, Pedros, 42. Le Nantes champion. Loco, Wedek, le Nantes champion, avec 10 points d'avance sur Lyon. Invaincu. Une défaite. Et donc à Nice, il y avait, pour être rapide aussi, Letizy. Derrière, il y avait Martin, Fugin, Crétier, Tatarian. Donc à mon avis, ils avaient tous joué dans l'axe. Au milieu, Baldacchino, qui a joué très peu à Nice, mais bon, là, il a joué ce match-là. Là, il était tombé sur la pelouse de la Beaujoire. Hans, Collet, Denef et devant Sanjak Chaouch. Donc, juste pour rappeler, Nice finit 16e cette saison-là. Et pourquoi je me rappelle de ce match? En fait, j'ai appelé, avant l'émission, Lionel Letizy et Olivier Fugin pour leur demander qu'on contextualise un petit peu les choses. Ils ne se rappelaient plus ni l'un ni l'autre. C'est bien. Aucun souvenir du match. Ça tombe bien, c'est le but du souviens-toi. Alors moi, je me souviens de ce match, pourquoi? Parce que, en fait, après le match, pendant la conférence de presse des coachs, Albert Raymond et Coco Ciodo, qui est un mythe, donc je lui avais parlé des pénaltys à Coco Ciodo en lui demandant si il se sentait pas quand même. C'était Nantes, ils étaient intouchables. Avantagé un à peu Nice, sur on n'a ce jamais coup-là. connu ça, mais Nantes, Saint-Etienne, tout ça à l'époque, ça tombait, c'était pénalty. À Lyon aussi. Et donc je lui avais rappelé ça. Et il s'est mis dans une rage folle. Et il m'a demandé, il m'a dit, je savais pas. Donc il m'a dit, mais vous travaillez pour qui? Donc j'avais dit, je suis journaliste à Nice Matin, pour ça que je vous pose la question. Et il m'a dit, je savais pas que l'OGC Nice avait racheté Nice Matin. Et je savais pas que vous travailliez pour le club. Et donc je lui avais répondu, moi je savais pas qu'on pouvait être un immense entraîneur de foot, mais un tout petit bonhomme. Et donc là, pour la première fois, on m'a expulsé Manu Militari d'une salle de presse. C'est la seule fois de ma carrière. C'est la classe par Coco Ciodo. Par Coco Ciodo, c'est la classe. Qui a dit sortez ce monsieur.
Ah oui. Ce serait cru au Moyen-Âge. Sortez-le. Et tu es sorti comme un prince. Oui, un peu accompagné par 2 géants. De Golgoth. J'ai touché les pieds par terre ou pas? Donc voilà pourquoi je me souviens de ce match. Fugin avait cassé la porte de l'arbitre avec ses chaussures. Il s'en souvient plus. Il s'en souvient plus. Je sais pas comment. Ouais. Ouais, il n'a pas dû casser la porte d'un arbitre tous les jours. Hein, non, mais il était Lionel, ça m'étonne pas lui là, qu'il ait oublié. Lionel, pas de souvenir. Mais c'est pour ça que ce match-là m'avait marqué. Donc Coco Ciodo. On lui passe le bonjour d'ailleurs. J'ai été viré par Coco Ciodo, qui a 84 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais qui a 84 ans et qui était quand même un immense entraîneur de Ligue 1. Il faudrait savoir si lui s'en souvient, par contre, d'avoir viré un journaliste d'une conférence de presse. Parce qu'aujourd'hui, tu ferais ça. Ça buzz, hein. Oula. Je suis pas sûr. Ça ferait du buzz. Il y avait Pascal Pro à l'époque, qui était journaliste et qui était dans la salle de presse. Eh ben, belle anecdote. Magnifique. C'est pour ça qu'on aime les Souviens-toi de Philippe. Exactement. C'est la meilleure rubrique. Nul autre pareil. Les Souviens-toi de Philippe. Voilà, maintenant on va voir la Beaujoire, ce que ça va donner dimanche. Allez, on verra effectivement. C'est à Will de se faire virer maintenant pour marcher sur tes traces. Allez, c'est dimanche. Par Comboiré, ça voilà, va être un peu plus violent. Ça risque d'être lui qui me dégage. C'est lui qui se lèvera. Là, il fera va pas les demander Golgoth. les 2 Golgoth, c'est sûr. C'est certain. Allez, on verra ce que fait le JC Nice dimanche, match très important face au Football Club de Nantes. Franck, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été sur le plateau de Gym Tonic. Bonne continuation avec Villefranche-Saint-Jean-de-Beaulieu. Dis-nous un petit mot là sur vous en êtes où là en championnat? On est milieu de tableau en championnat. On essaie de jouer la montée. Donc c'est une saison de transition, mais on va essayer d'atteindre l'objectif. Ouais. Et est-ce que votre président double les primes quand vous gagnez? Eh non, pas cette année. Pas cette année. On n'en gagne pas des masses, c'est pour ça. Peut-être que si on fait une série, il en donnera. Bon, en tous les cas, on te souhaite une belle fin de saison avec cette équipe de Villefranche. Cédric Messina, qui est le nouveau président de Saint-Jean-de-Beaulieu depuis l'été dernier et qui tend à structurer... l'homme de My Coach. Voilà. Exactement, Cédric Messina. Ce club qui est un beau club, hein, où il en a porté ce maillot. Fièrement les couleurs. Fièrement les couleurs. Il n'y avait pas la fusion encore. C'était Saint-Jean-Beaulieu. Saint-Jean-Beaulieu. Qu'on salue. On salue donc tout le club de Villefranche, Saint-Jean-Beaulieu. De copains, donc, ouais, et les anciens, évidemment, également. Stéphane Martineau, également le coach, brillant coéquipier de paddle de Patrice Alberganti. Que l'on embrasse aussi, qui nous a manqué en mode d'avis, Patrice Alberganti. C'est vrai. Merci, non, monsieur. j'ai jamais porté le maillot de Saint-Jean. Eh ben, on t'en offrira un. Pour le porter à la maison. Floqué par son mot cette année. On demandera à Cédric Messina qui t'en offre un. Allez, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Sophie Doncé, Chloé Vargard et Philippe Bertigny à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Bye bye.